Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Plongeon consacré au travail de Michel Filet. Le Plongeon est un podcast bimestriel dans lequel je souhaite plonger avec vous dans l'univers, le parcours et la réflexion d'artistes. Actuellement en dernière année d'études en école d'art, j'ai décidé de faire ce podcast afin de voir et d'examiner en amont et en aval ce qui se rapproche de plus en plus de la vie après un cursus en école d'art. La vie d'artiste dans un monde d'art multiple et varié. À travers ce podcast, je vise à créer une conversation franche avec des artistes qui ont déjà ou pas emprunté ce chemin, en m'éclairant de leur expérience, leurs défis et leurs réussites autour de leur pratique. Michel Filet est une artiste diplômée des Arts Déco de Paris, plasticienne, musicienne et performeuse, qui aime poser les pieds sur la scène pour raconter des histoires à travers personnages joués, marionnettes et chansons. C'est aussi par la vidéo et le dessin qu'elle raconte des choses qui l'habitent pour s'en débarrasser ou bien pour offrir. Le Plongeon, une émission réalisée par Mathieu Livrieri pour Jamais assez toujours trop. Habillage sonore, Kirkor Albert. Michel, tu es né en 98, tu es originaire de Grenoble de base ? Non, je suis née aux États-Unis, à Berkeley, en Californie. J'ai déménagé assez rapidement en France. Mon père, il est américain et ma mère, elle est russe. Ok. Et ils ont choisi la France pour la qualité de l'éducation pour les gosses, les montagnes. Voilà. Ouais. Donc on est rapidement venu à Grenoble, quoi. Maintenant, t'habites plus à Grenoble, je crois que t'es entre Grenoble et Paris. T'as été diplômé des Arts Déco Voilà. l'année dernière. J'ai fait le master, j'ai fait la licence, le master. Enfin, aux Arts Déco, il y avait pas de licence. Maintenant, il y en a une. Et donc, j'ai terminé le master en juin et j'ai quitté mon appartement à Paris. Ok. Et donc maintenant, j'ai un peu... Tu vadrouilles. Je vadrouille un peu entre différentes villes en France, quoi. Avant de partir donc dans ce master là aux Arts Déco, c'était quoi un petit peu ton parcours en fait ? À quel moment tu t'es dit tiens j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être dans la création artistique ? J'étais au lycée Emmanuel Mounier à Grenoble et j'étais en spécialité art plastique puisque ça fait très longtemps que je dessine beaucoup. Mon grand-père était artiste peintre, ma tante aussi, et donc j'avais toujours j'étais dans une famille très créative, quoi. Ma mère musicienne, j'ai fait beaucoup de musique et tout. Et donc, parallèlement, je dessinais énormément et je créais beaucoup de choses, des mini-spectacles, des petits trucs un peu d'enfants, quoi. Et bref, arrivé au lycée, j'apprends qu'il y a une spécialité art, donc je me dis, allez, go, fonce. Ouais. Pour en faire un peu pour que ta pratique que tu kiffes devienne des heures de cours, quoi. C'était assez attirant. Donc j'ai fait ça et ça m'a un peu ouvert la porte à l'art contemporain. Et arrivé en terminale, quand on me demandait un petit peu qu'est-ce qu'on voulait faire après, j'hésitais entre faire une école de théâtre et faire une école d'art. Mais donc j'étais un peu étirée par mes deux profs qui me disaient fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et finalement, j'ai décidé de faire confiance à ma prof de spécialité art et de passer un concours à la prépa pour entrer à la prépa des Beaux-Arts de Lyon. Ok. Et j'ai passé aussi le concours des Beaux-Arts de Lyon et des Beaux-Arts de Grenoble. J'avais pas été admise aux Beaux-Arts de Lyon, mais j'avais été admise aux Beaux-Arts de Grenoble et à la prépa des Beaux-Arts de Lyon. Après ce lycée, après cette spé, t'es parti dans cette prépa à Lyon. Ouais, parce que je voulais partir de Grenoble aussi, expérimenter une vie. T'as grandi quand même dans un univers qui était très musical, très du spectacle. Est-ce que rapidement t'arrivais à lier ça avec ta pratique plastique ou est-ce que c'était quelque chose qui était quand même séparé ? C'était assez séparé au départ. J'arrivais pas parce que je viens d'un milieu de musique classique, donc c'est quand même un style de musique qui est un peu éloigné des générations actuelles, quoi. Dans le sens où, vraiment, c'est soit t'es dans ce bain-là de la musique classique, soit tu l'es pas du tout, et donc t'es plus dans, je sais pas, l'électro, la techno, la musique populaire, comme on dit dans le langage musicologique, quoi. Et du coup, moi, je voulais vraiment garder ces deux mondes bien séparés et développer un peu ma pratique Jones. Ouais. En dehors de ça, quoi. Donc, je mêlais absolument pas la musique classique, le violon, puisque je fais du violon, à ma pratique plastique. Donc, j'explorais, en fait, j'imitais l'art contemporain. Ok. Au tout début. Comment tu l'as vécu, cette prépa Bien, mal Moi, je l'ai super bien vécu, parce que pour moi, c'était waouh. En fait, maintenant, l'art devient mon quotidien. Ouais. Et je suis notée dessus, on m'accompagne là-dessus, on me prépare pour entrer dans des écoles supérieures où je vais pouvoir faire ça encore plus librement, quoi. Mais du coup, j'ai découvert, j'avais des matières hyper étonnantes, quoi. Genre cours de
je sais pas, cours de couleur, cours de mise en espace, cours de pratiques contemporaines, cours. Enfin, il y avait vraiment des noms, des titres assez étonnants. Et je me sentais très libre, quoi, après le lycée. Et même, j'ai commencé à m'habiller comme j'avais envie. J'ai rencontré des amis avec qui on s'est beaucoup liés d'amitié et qui sont encore mes amis aujourd'hui. Et donc j'ai très bien vécu aussi parce que les profs m'appréciaient et moi j'appréciais. À la suite de ça, donc t'as postulé pour différentes écoles. J'ai postulé pour 7 écoles différentes. J'adorais passer les concours en fait. J'adorais les oraux, j'adorais. En vrai, je trouve que c'est marrant parce que genre tu te retrouves devant des profs que tu connais pas du tout et genre t'es limite pas à prouver quelque chose mais à enfin, je sais pas toi, enfin moi perso, genre j'aimais bien titiller un peu, genre à un peu faire mon provocateur et à faire des trucs un peu border. Ben moi, j'aimais bien faire un truc un peu étonnant, comme par exemple leur poser des questions ou des choses comme ça. Et parce qu'on m'avait aussi appris en fait à la stratégie en fait. Enfin, c'est comme si on m'apprenait à vendre quoi. On m'a appris à me vendre en fait. Et du coup, enfin, c'était un peu ça au final. Et du coup, il y avait ce truc un peu de jouer les cartes étonnantes, quoi. Là, quand je faisais rire des gens, c'était incroyable. Enfin, là, je savais que je les avais dans la poche, quoi. C'était ouf. Et du coup, à chaque fois, c'était en mode bam, bam, que des réussites et tout. Et ça m'a fait tellement du bien. Ça donne enfin, t'as l'impression que tu vaux quelque chose et que ton travail a de la valeur et que ce que tu faisais toute seule dans ta chambre quand t'avais 4 ans et demi, et ben, maintenant, ça peut devenir quelque chose que tu peux partager avec d'autres gens et qui sera reconnu, quoi. Donc du coup, t'as choisi les arts déco, mais pourquoi? Alors j'ai choisi les arts déco. En fait, j'avais été présélectionnée et j'y avais jamais mis les pieds là-bas. Je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Moi, j'imaginais vraiment, quand on me disait les arts déco, j'imaginais une école avec une barrière dorée autour, tout autour, au sommet d'une colline. D'accord. Un peu en mode Sacré-Cœur, mais avec rien autour, tu vois. Juste rien et juste un bâtiment doré, quoi, qui brille à la lumière du soleil. Enfin, un truc en mode, waouh, art décoratif, tu vois. Bref, je suis arrivée au concours et j'ai découvert cette espèce d'hôtel de vampire avec un sol rouge sanglant, les murs marrons. Les murs marrons et tout. Et j'étais, ok, bon. C'est intéressant comme architecture. Ça ressemblait vachement à un sous-marin. Donc j'ai passé le concours, bref, c'est très bien passé. Voilà, quelques semaines plus tard, résultat, bam, positif. Et je me suis dit, bon, je pense que je vais aller à Paris. Parce que là-bas, on m'a dit que c'était la capitale un peu de l'art. De l'art, de la culture. De la culture, il y a des choses à faire, des choses à voir. Tu rencontres un peu des personnalités étonnantes. C'est possible de trouver du travail facilement. Voilà quoi. Et puis c'est une école avec beaucoup de matos et beaucoup d'argent. Et du coup, je me suis dit bon bah allez go quoi. Genre j'ai été sélectionnée gratos, enfin école publique et tout. Bon, quoi. Donc j'y suis allée et là. 5 ans de 5 ans de tunnel. De tunnel. Le truc c'est que je suis arrivée dans une école d'art décoratif, donc c'était un peu la suite de art appliqué quoi. Parce que il y avait beaucoup de secteurs qui étaient de l'ordre de design graphique, design textile, design d'objets, mode, enfin design de mode. Il y avait un secteur qui m'intéressait beaucoup, c'était celui du cinéma d'animation. À la base, je voulais aller là-bas, je suis entrée en disant ça. Puis j'ai vu que c'était quand même très rigueur, il y a une rigueur stricte. Non, mais c'était uniquement ciblé sur cette pratique-là. D'accord. Et moi, j'étais un peu en mode, waouh, enfin, je vais me faire chier comme d'un moment, il va falloir que je fasse autre chose que de l'animation, quoi. Du coup, j'ai un peu digué le truc et il y avait un secteur qui était le secteur poussiéreux tout au fond du couloir du 4e étage, celui de l'art-espace. Ok, waouh. Art-espace. Et c'était en fait, c'est le secteur des beaux-arts, des arts déco, quoi. D'accord, ok. Et donc, je me suis dit, allez, go, genre, vas-y, voile-toi la face. Pourquoi j'ai pas passé le concours des beaux-arts? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, finalement, tu te rends très vite compte que c'était peut-être pas là où tu devais aller, en fait, art déco. Genre, ça correspondait pas forcément à ce que tu voulais en faire, en fait. Non. Surtout que j'ai commencé à faire de la musique. Quand je faisais de la musique dans les couloirs, on me disait, mais c'est pas un conservatoire ici. Hein. Donc voilà, j'ai vite compris que, ok, ça a l'air. C'est quand même fermé, enfin, c'est strict, enfin, c'est art appliqué, quoi. Très art appliqué. Mais du coup, je me suis dit, bon, joue le jeu, t'es là,
va apprendre des trucs. Donc j'ai fait beaucoup de céramique et j'ai passé beaucoup de temps dans les ateliers de résine, de silicone. J'ai découvert des matières que je pense que j'aurais jamais découvert autrement jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça qui est bien quand tu te retrouves dans une école comme ça, c'est vas-y, let's go pendant au moins déjà ta licence, genre tu vas quand même toucher à tout, enfin découvrir. Bah c'est ça, c'était ça la licence aussi. C'était avec des cours qui partaient vraiment dans tous les sens pour que chacune se trouve un peu une pratique dominante, quoi. Moi, je l'ai pas trouvé à ce moment-là, mais du coup, je me suis dit go, continue à faire tout un peu. Et c'est pour ça que dans ce secteur-là, j'ai pu continuer à tout faire. Ah ouais, je fais un méga bond. J'en ai parlé du fait que tu rentrais aux Arts Déco et là, je t'envoie directement à la fin. Donc, t'as eu ton diplôme qui était il y a quelques mois en fait, l'année dernière. Ouais. Et tu as présenté une pièce qui était une grande performance qui regroupait plein de tableaux. Enfin, pour moi, des tableaux, des scènes de personnages que t'avais pu créer, imaginer pendant tes études. Ouais. Et ben du coup, c'est moi je l'appelle le show. Le show. Le show. Je veux pas l'appeler la performance, voilà, parce que c'est pas un mot auquel je m'identifie. Et donc c'est un show, plus comme un cabaret, où j'ai réuni du coup des scénettes avec enfin comme tu as dit quoi, des personnages qui chantent des chansons, qui expriment un peu leur désarroi, leurs émotions, leurs sentiments, leur point de vue sur les choses, etc. Et du coup, qui se suivent les uns après les autres, un peu comme dans un cabaret. Sauf qu'il n'y a pas une scène centrale, enfin, je veux dire, une scène autour de laquelle les gens sont réunis. Et donc, il y avait tout un travail de mise en espace. C'était un peu comme une expo aussi, sculpturale. Enfin, les gens étaient invités à déambuler dans l'espace, à suivre, en fait, les scénettes. Et ça changeait d'échelle, ça passait de l'échelle humaine à nous, à une échelle plus miniature où t'as des petites bottes qui viennent déambuler dans l'espace, éclairées d'un petit spot de lumière très resserré. Donc en fait, les gens étaient invités vraiment à être très attentifs en fait à tout ce qui se passait, quoi. Amener le spectateur à bouger avec le spectacle et pas juste être passif et rester à un seul endroit, un seul point de vue. Et en fait, ce point de vue-là, il change et il zoome, il dézoome. Moi, ce que j'ai adoré avec cette pièce-là, déjà, c'est tous les personnages. Genre, j'ai l'impression que ça fait un corpus de personnages qui sont tous autant différents les uns que les autres. Et genre, ça fait vraiment cette richesse-là de plein de caractères différents. Et toi, tu te situes comment par rapport à ces choix de personnages? Genre, comment t'en arrives à les créer? Eh ben, alors déjà les taupes, c'est 2 personnages qu'on a créés avec Mathilde Ray, une copine de la prépa justement. Ok. Et qui incarnait une des taupes d'ailleurs. Et donc ces personnages-là sont arrivés dans nos vies juste avant que je parte à Berlin. C'était un appel à projet, on était un peu sous pression parce qu'il fallait absolument qu'on crée quelque chose en une semaine. Donc on a brainstormé et on s'est dit ok, pas le rat, c'est un peu dégueu, je sais pas quoi. Ok, on va faire des taupes, elles vont raconter une histoire, elles vont raconter leur crémaillère. Sans parler, elles vont être aveugles, ça va être chiant, elles vont être handicapées, elles vont se prendre des fils dans les pieds. Enfin bref, on a inventé toute une histoire. De là sont nés ces 2 personnages. Plus tard, quand j'étais à Berlin, donc j'ai créé le personnage de la Cowgirl parce que j'étais invitée à participer à une exposition à la galerie Pandora à Berlin. Et du coup, je voulais écrire une chanson un peu féministe pour arrêter de se victimiser et de comprendre que si on se met à l'action, on peut aussi se dépêtrer de situations chiantes. Et donc, j'ai inventé ce personnage-là qui, pour moi, était très badass. J'avais vu un film qui s'appelle Even the Cowgirls Get the Blues. Ok. Et il y avait... Donc, ça raconte l'histoire... Bon, bref, t'as un personnage qui a des pouces tellement énormes qu'elle fait de l'autostop dans tous les États-Unis. Et elle tombe dans un ranch qui est occupé par plein de filles cowgirls, enfin des cowgirls, quoi. Ouais.
Et elles sont hyper badass et elles se battent en fait contre des gros riches qui veulent investir ce ranch pour en faire un espèce d'hôtel de luxe pour les riches, quoi. Donc j'ai vu en fait c'est ce personnage très cliché de la virilité, de la force, de la puissance, de la comment dire, la possession des terres, quoi, qui était incarné par une femme. Et je me suis dit par des femmes, je me suis dit waouh, c'est méga badass. Enfin, pourquoi pas justement en fait retourner complètement ce symbole du cow-boy et me le réapproprier et foutre un discours féministe dessus, quoi. Là, tu me parles d'un personnage où c'est toi aussi qui le joue. Enfin, je trouve que c'est très important, ça aussi. Enfin, oui. Il y a aussi cette place-là oui, du coup, d'être une femme artiste et de dire, bah, moi, j'arrive en cowgirl, quoi. Et puis, puis en fait, ouais, t'as l'habitude de voir des cowboys. Bah, non, je suis là, enfin, il y a aussi ce truc-là, enfin. Bah, il y a ce truc aussi, oui, c'est ça. Et je pense que c'est intrinsèquement lié aussi, chaque personnage à des parties de moi. Ouais. Enfin, c'est carrément lié à des parties de moi. Et même les chanteuses de 2 mètres, il y a un truc dans la sensualité où j'ai pu ressentir un peu ça. Enfin, ces questionnements un peu de genre, etc. C'est des questionnements qui m'ont beaucoup habité dans mes années à Paris, enfin où je me suis sensibilisée à toute au monde queer, à comprendre ce que c'était que d'être queer, ce que c'était que le genre, ce que c'était que de naître avec un genre, de pas naître avec un genre. Enfin toutes ces questions-là en fait. Ouais, mais tu les cristallises dans des personnages qui sont différentes facettes de toi et c'est autobiographique en fait finalement. C'est presque autobiographique. Enfin, c'est carrément. Enfin, je pense que ça l'est en fait. Ouais. Mais c'est vrai que en fait, en y pensant, enfin, genre c'est plein de facettes de toi ou de périodes dans lesquelles t'as pu. Bah c'est ça. C'est genre les différentes années en fait, c'est les différents personnages dans lesquels je me suis projetée ces dernières années, quoi. Mais ce qui a créé du coup un espèce de condensé qui était aussi très dur à présenter. Ouais. Genre quand j'ai eu justement le jury qui est venu voir et la petite discussion après, enfin avec le jury, j'arrivais pas à me focaliser, j'étais trop prise d'émotion, quoi. Ouais. Je venais de crier avec une guitare électrique à balles. Il y avait des gens aussi qui ont fait des shows comme toi, genre des grandes performances comme ça pendant ta promo? Dans ma promo, non. Non, mais c'est quelque chose qui se fait ou pas? Oui, du coup, 2 années précédentes, il y a un ami, Lucas, qui a présenté un spectacle aussi où il y avait de la musique, où il y avait du chant, enfin il y avait du rock, enfin je veux dire il y avait des guitares électriques, il y avait une mise en scène, enfin une déambulation aussi, un rapport un peu à l'espace sombre, aux éclairages et tout. Moi, ça m'avait beaucoup attiré. Je me suis dit waouh, j'ai trop envie de faire ça. Et lui, il m'a un peu introduit à la compagnie du Zérep, qui est une compagnie de théâtre qui me plaît énormément. Ok. Et qui est une compagnie, enfin bref, qui fait plein de spectacles, dont là, le dernier spectacle que j'ai vu, La Vengeance est un plat. Est un plat. Et juste est un plat. Et c'est très drôle, c'est très... en fait, c'est un théâtre qui fonce dans les tabous en permanence, avec Marlène Saldana, que j'adore. Et c'est dégueulasse. Et en même temps, c'est tellement drôle. Et les costumes sont incroyables. Et en fait, moi, c'est ça que je kiffe, quoi. Et il y a une trentaine de personnes qui sont sorties de la salle, quoi, pendant le spectacle. Et c'est incroyable comment en fait, même les comédiens sur scène regardent les gens qui sortent et sont un peu en mode, bon, voilà, quoi. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais oui, en fait, l'art concret, enfin, moi, j'avais toujours peur de choquer, en fait, les gens, de dire quelque chose que les gens ne veulent pas entendre. Mais c'est à ce moment-là que ça devient important, en fait, là, parce que peut-être ça te met dans certains retranchements chez des gens. Et donc, c'est là où ils questionnent. Ouais. Je pense aussi. Oui, c'est clair. Mais quand ça mène à une discussion, c'est intéressant. Oui, c'est d'autant plus, À un reproche, c'est très dur à digérer. Ça m'est arrivé, là, et c'était... T'as pu expérimenter différentes pratiques, comme t'as dit, pendant les arts déco. T'avais hésité à rentrer dedans, dans l'animation, mais t'as fait quand même plusieurs films d'animation. Films d'animation, petit film.
Le dernier film que j'ai fait, T'es vivant, tais-toi, Ouais. qui est un film réalisé avec des marionnettes, donc c'est de la vidéo, Mhm. mais il y a tout un travail d'incrustation, de photos dans lesquelles je fous une vidéo, d'un faux journal que j'imprime, que je reprends en photo, que je rescanne. Enfin, il y a un truc assez plastique. Et de créer carrément un monde. Moi, ce que j'avais bien aimé avec ces films, c'est en fait, c'est que t'arrives du coup à lier la musique, une esthétique qui est propre à toi, avec des personnages complètement surréalistes. T'es vivant, mais depuis combien de temps? Moi, j'étais mourant, mais ce n'est plus très important, car maintenant, je t'ai retrouvé après toutes ces longues années. Je suis si content, même si je sais que tu m'aimes. Et c'est peut-être aussi une façon pour toi de ramener ce côté graphique. Toi, ta relation au dessin, à tout ce qui est peinture, ou enfin sur la page. Est-ce que tu as toujours une pratique de dessin? Et bah, justement, après avoir fini les arts déco, là, j'ai eu un énorme moment de stop, quoi, Ouais. enfin, où j'en pouvais plus de tout. Et puis donc, je suis revenue un peu me baser chez mes parents à Grenoble, là, et je me suis installée une petite table où je me suis mise à dessiner, quoi. À dessiner de nouveau et un peu dessiner gratuitement. Ouais, Enfin, pour sans, toi. voilà. Mais c'est hyper difficile, hein. Enfin, là, j'ai de nouveau arrêté, je sais pas trop comment reprendre, mais il y a un peu j'ai envie de creuser, en fait, le dessin au graphite. Ok. Au crayon gras et vraiment, enfin, c'est très méditatif, c'est très thérapeutique presque. Et je pense que j'ai besoin de ça et que ça me fait vachement du bien. Et j'ai des amis là avec qui on commence à discuter un peu de faire une expo de dessin. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait encore, d'exposer mes dessins. Ça a toujours été un peu annexe pour rechercher justement des esthétiques de personnages, des gueules, des attitudes et tout, des couleurs un peu. Enfin, c'était un peu de la recherche, mais avec des dessins vraiment léchés et bien finis, quoi, qui auraient pu être montrés au statut de dessin. Mais voilà, du coup, là, je laisserai plus une place à ça. Moyen que tu as là présentement, enfin, comme tu dis, t'es de retour chez tes parents, une feuille, du graphite, et c'est parti. Une fois que l'école s'est terminée, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ça a été un gros choc, mais je devais remplir des cases. Enfin, je m'étais engagée dans différents projets, notamment une semaine de résidence avec ma sœur à Bruxelles, sur 2 projets travaillés un peu en même temps, une exposition à Paris, une autre performance au Sample à Paris, le festival d'Ixontel, et après c'était un peu les vacances. Mais du coup, j'ai un peu tout enchaîné ça alors que j'étais déjà au bout du rouleau, quoi. Et donc j'étais un peu à court d'imagination, à court de générosité, je voulais plus donner, en fait, j'avais plus rien à donner, j'avais tout donné. Et donc ça a été très douloureux relationnellement aussi. Et en fait après je me suis un peu ralentie. En fait, j'ai compris que maintenant, j'allais vivre au ralenti, quoi. Enfin, pour l'instant en tout cas, parce que j'avais plus cette pression de l'école, d'aller quelque part, de faire quelque chose. Je pouvais et peux en ce moment me permettre de pas devoir cravacher pour travailler, gagner de l'argent et tout, parce que j'ai pas de loyer, j'ai un peu d'économie. Du coup, ça me permet vraiment de prendre le temps de faire tout ce que je pouvais pas faire en étant à Paris, voyager, enfin voir des amis que je pouvais pas voir parce que c'était toujours trop loin, quoi. Prendre son temps. Ouais, et que ça sert à rien en fait de se fouetter pour créer, quoi, parce que sinon on fait rien en fait. Ouais. Donc j'ai arrêté de me fouetter, j'ai arrêté de m'en vouloir. Et parce que l'école, c'est ça que ça fait en fait, ça te met une pression. En fait, on te demande de jamais arrêter de courir, quoi. Quoi qu'il arrive, faut que tu fasses, enfin, faut que tu sois dans le faire. Ouais. Puis en plus aussi, t'as quand même des deadlines, en fait, genre des grands événements marquants, genre la fin d'année, ton rendu, ton machin, etc. Et là, waouh, en fait, il y en a plus. D'un coup, il y a plus de deadline. Ouais. Et l'absence de deadline, mais waouh. En fait, moi, je me suis dit, mais là, je peux prendre ma retraite, ou alors je peux die direct. Ouais. Enfin, en fait, j'ai fini ma vie, quoi. Genre, j'ai fini, c'est bon, j'ai passé mon diplôme, j'ai fait un truc qui m'aggrave plus. J'ai plus rien à faire, quoi, sur cette terre. Et donc, j'étais au bout. Ouais. Et je suis retournée dans les bras de ma mère. Ah, mais c'est bien aussi. Et j'ai eu très honte. Quoi. À 25 ans, d'être dans ce rapport-là et tout. Et je me suis dit, mais ça fait 6 ans que je cours. Ça fait 6 ans que j'ai pas fait ça parce que
Je me disais, je suis grande, je suis responsable, maintenant c'est bon, je fais ma vie. Mais en fait, non, pas du tout. Ouais, mais c'est bien de se foutre la paix, Ouais, en fait. voilà. Bah, c'est Ouais. ça que, voilà. Maintenant, à chaque fois que ça bug, je me dis, laisse-toi tranquille. Même si tu te dis, je me fous la paix, c'est quoi, quand même, tes pratiques? Parce que Oui. t'es quand même dans le faire aussi. Là, j'ai pour projet de dessiner. J'ai plusieurs dessins en tête que j'aimerais faire. Il faut que je rachète des crayons à papier, justement. Et tu sais, quand tu parles du dessin aussi, bah, tu disais que c'est un truc grave méditatif ou quoi, mais il faut avoir le temps de dessiner aussi parce Oui. que on se pose jamais, en fait. Enfin, Ouais. je trouve qu'il y a un truc, il y a ce rapport aussi avec le temps. Ouais. Quand tu mets à dessiner, genre pendant 4 heures et Mais ça tout. met des heures, hein. Ça Ouais. met des heures. Hein. Non, mais ouais. Et ça demande beaucoup de concentration. Peut-être ça aussi, ouais, tu te le permettais pas suffisamment avant. Bah, parce que j'avais pas le... Fallait aller direct, allez, un croquis, allez, on fait je crée le Justement, personnage. parce que, oui, il y avait le FOMO, il y avait ce truc de, oh là là, mais je pourrais être en train justement, de rentabiliser mon temps, en fait, de Ouais. rencontrer des gens, de parler, d'aller faire ci, d'aller faire ça, etc. Toi, tu dois faire quoi, là? Continuer la musique, mais sans se mettre trop de pression. Travailler avec d'autres gens, faire des résidences, qu'est-ce qui... Moi, j'ai envie de faire autre chose que de l'art, Ouais. en ce moment, ouais. Moi, j'ai envie de chiller, là. Ok. J'ai envie de chiller. J'ai envie d'apprendre à chiller. Et à pas m'en vouloir de chiller. Putain, c'est bien, apprendre à chiller, c'est bien ça. Faut faire des Formation. formations, apprenons à chiller tous ensemble. Non, mais apprendre à chiller et à pas m'en vouloir, en fait. Genre, Ouais. assumer, en fait, là où je me trouve, le temps que je me donne et puis l'apprécier, en fait. L'apprécier. Et aussi, donc, aller faire des choses que je pouvais pas faire avant. J'avais commencé une formation d'herboristerie, enfin, des stages d'herboristerie. J'aimerais bien continuer ça. J'aimerais bien aller bosser de mes mains pour arrêter de réfléchir, pour quitter Ouais. la tête aussi, quoi. Parce que, mine de rien, une école d'art, c'est hyper mental, quoi. T'as l'impression d'être en thérapie pendant 5 ans, quoi. Je pense que c'est C'est un truc c'est de ça. fou, hein. C'est Ouais. dingue. Enfin, c'est de la recherche permanente. Enfin, c'est de Mais la ta recherche vie sur entière, soi. ouais, mais ta vie entière, ouais. Surtout quand ton travail est très autobiographique, où tu fais que des personnages qui parlent sur des facettes de toi, enfin, Ouais. Bah, c'est ça. t'es en auto-analyse totale tout le temps pendant 5 ans. C'est ça. Du coup, j'essaye de dessiner des choses qui s'éloignent aussi de moi, de dessiner des choses qui m'entourent. Enfin, il y a un truc, justement, dans le dessin où j'arrive à me décentrer, en fait. Enfin, je ne me dessine pas, en fait. C'est pas ça l'idée, quoi. Ou, enfin, être proche de la nature. Enfin, c'est très cliché, ce que je dis. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. De rester proche de la nature, ça nous connecte un peu aussi à, je sais pas, la réalité, quoi. Ça rend chèvre. Donc, le projet musical dans lequel je m'investis pas mal depuis septembre, enfin depuis août même, qui est mon groupe de musique irlandaise acoustique. Enfin, bon, on explore un peu plein d'univers différents, qui s'appelle Le Renard, le Teckel et la Tarente, avec Amor Fati et Clara Lemeur. Et on joue pas mal dans différents lieux, à Paris. Là, on va jouer à Bruxelles. Et donc, c'est bien, ça me donne des échéances, en fait. Est-ce que vous arrivez bien à vous coordonner rapidement ou comment ça se passe? Et ben, justement, on se projette pas du tout. Ah, ok. Et c'est ça qui est agréable, je trouve, c'est que les choses viennent quand elles viennent. Et on n'est pas dans une exigence de projection de, faudrait vraiment qu'on arrive à viser cette salle ou je ne sais quoi. Parce que, en tout cas, jusqu'à maintenant, on est invité dans des lieux. Assez régulièrement. Bon, pas assez régulièrement pour vraiment se payer une villa à Saint-Tropez, quoi. Mais assez régulièrement pour se voir régulièrement répéter, rajouter des morceaux au répertoire. Et du coup, c'est agréable aussi ce truc de pas se mettre une pression et de juste jouer pour le kiff, en fait. Parce qu'à la base, c'est pour ça que j'avais proposé ce projet à Jean, à Amor Fati, pour kiffer en fait la vie en mode... Et justement, amener le violon. Ok. Amener la musique classique, enfin amener cet instrument de musique classique que et te faire plaisir en fait. Ouais, et du coup de m'en foutre en fait des barrières, de m'en foutre de ce truc de milieu musical, milieu artistique, genre c'est bon quoi, merde. Ouais. Donc on a commencé à jouer ensemble et je me suis mise à jouer du violon devant mes potes qui sont là pour écouter de la grosse techno, à porter des strass et voilà quoi. Ouais. Et je me suis dit waouh, mais ça marche, c'est ouf quoi. Enfin les gens aiment bien. Enfin, là, il y a quand même une proposition assez originale, même dans le style de ce que vous faites. On n'en croise pas tous les jours, quand même, hein. Bah, c'est ça. Et puis, on a joué dans des événements, avec justement, de la techno qui suivait juste après, à la station, par exemple, à Paris.
Et c'était très étonnant, quoi. On Ouais. s'était demandé un peu pourquoi on est là. Ouais, C'était ouais. très fatigant aussi parce que jouer au club, du violon, c'est quand même, de la guitare et de la flûte irlandaise. Oh, mais mon Dieu, ouais. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant parce que, genre, sociologiquement, je trouve ça intéressant. On vient bousculer. Ouais. Et moi, c'est ça qui me plaît dans la création, c'est de bousculer un tout petit peu. Juste faire un petit coup de coude. Merci d'avoir écouté cet épisode du Plongeon. Vous pouvez retrouver toutes les autres émissions sur le site internet de JamaisAsseToujourstro.fr, ainsi que sur notre YouTube, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. À très vite.